Bonjour, je m'appelle Razou Karim, je suis ingénieur d'état arts et métiers de l'INSAM de Meknes. Je suis formateur agréé par l'American University of Professional Study, l'AUPS. Je suis aussi auditeur externe TS Party VDS 6.3 version 2016 par rapport au standard automobile allemand. Je suis également auditeur externe ISO 9001 version 2015 IRCA. Je suis Black Belt Lean Six Sigma from ISQ, American Society of Quality. En termes de nombre d'années d'expérience, j'ai 8 ans d'années d'expérience dans le secteur automobile en tant qu'ingénieur qualité. Alors, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue sur la deuxième partie concernant l'introduction à la maintenance industrielle. Et dans cette deuxième partie, on va voir ensemble les différentes formes de la maintenance, industrielle. Donc, juste pour rappel, on a vu dans la première vidéo le concept de la maintenance. On a vu un petit peu la fonction maintenance, la définition de la maintenance, le champ de bataille de la maintenance, les tâches de la maintenance, qu'est-ce qui fait le responsable maintenance, pourquoi la maintenance dans l'entreprise, les types de tendances de la maintenance dans l'entreprise, etc. Et dans cette deuxième partie, on va plus voir le cœur de ce métier-là. Ça veut dire on va entamer les méthodes de la maintenance utilisées par la plupart des entreprises. Donc on va commencer tout d'abord par expliquer les concepts de la maintenance et après on va passer pour voir le détail tout en parlant des méthodes de la maintenance. Ok? Donc pour parler des méthodes de la maintenance, donc les méthodes de la maintenance sont ce qu'on entend souvent des gens, maintenance préventive, maintenance corrective, maintenance systématique, préventive systématique ou bien préventive conditionnelle. Il y a des gens qui disent curative, il y a des gens qui parlent de prédictive, donc ce sont tout ça. On est en train de parler des méthodes de la maintenance. Mais avant de parler de ça et pour analyser la situation au sein de l'entreprise et choisir bien évidemment les méthodes à utiliser, donc il y a ici, on est devant 4 concepts, soi-disant pour comprendre la situation, pour comprendre le contexte, pour comprendre la forme de la maintenance sur laquelle on doit agir dans l'entreprise. Alors automatiquement, lorsqu'on parle des 4 concepts, on va commencer par les événements, parce que c'est l'événement, c'est lui l'élément déclencheur qui va déclencher la mise en place des actions, parce qu'on a défini ensemble que la maintenance, c'est l'ensemble des actions. Donc c'est l'événement qui va déclencher les actions. Donc bien évidemment, c'est l'événement qui sont à l'origine de l'action. Par exemple, les événements, lorsqu'on dit événement, l'exemple le plus courant, c'est une panne. Lorsque la machine tombe en panne, ça c'est un événement qui va déclencher des actions maintenance. Ou bien lorsqu'il y a une panne partielle, une défaillance partielle d'un équipement. Parce qu'il ne faut pas attendre toujours que l'équipement soit en panne pour une défaillance totale, pour réagir, mais lorsqu'il y a une dégradation de l'équipement, il faut commencer à agir, il faut commencer à mettre en place des actions. Il y a aussi des événements qui se basent sur l'état de bien, qui se basent sur un diagnostic, qui se basent sur des informations des capteurs, sur des voyances, sur des mesures d'usure, etc. Donc ce sont des informations de l'état des biens qu'on reçoit à partir des informations, et ça c'est entre parenthèses lorsqu'on parle plus particulièrement de la maintenance conditionnelle. Et bien évidemment, on a aussi tout ce qui est échéance. Tout ce qui est période. Maintenant, on a une période, on a dit que par exemple, à chaque semaine, on va réaliser des actions sur un équipement. Donc cette échéance-là, ce sera un déclencheur pour le service maintenance, pour aller voir les machines et pour déclencher des actions. Ça, c'est la première des choses. Donc c'est l'événement qu'on trouve à l'entreprise, c'est l'événement de l'équipement qui va déclencher un petit peu les actions. Et ça, c'est le premier concept. La nature de cet événement, c'est très important. Et c'est la nature qui va un petit peu juger quelle est la méthode qu'on va utiliser. Bien évidemment, le deuxième concept, c'est la méthode de la maintenance. On va voir ça en détail. Les méthodes de la maintenance, qu'on sait pertinemment, ce sont la maintenance préventive systématique, la maintenance préventive conditionnelle, la maintenance préventive corrective, la maintenance préventive curative, la maintenance préventive, etc. Donc ce sont les méthodes de la maintenance industrielle. Et après, lorsqu'on a un élément déclencheur qui est l'événement, on va choisir la méthode qu'on va utiliser. On doit utiliser ou bien on doit agir. Maintenant, il faut qu'on
On passe à l'opérationnel. Donc, quelles sont les opérations qu'on va réaliser pour chaque type, par exemple, de la maintenance, pour chaque événement. Bien évidemment, les opérations proprement dites que nous possédons. Et ça, on va voir en détail avec des explications. On a l'inspection. On a des opérations qu'on peut réaliser, des opérations qu'on appelle des opérations de contrôle. On a des opérations de dépannage, des opérations de réparation. Alors, la question qui se pose à ce stade-là, et ce qu'on va voir après, quand est-ce que je vais réaliser des opérations de réparation? Quelle est la différence entre opération de réparation et opération de dépannage? Et moi, j'insiste sur cette différence-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent entre les deux. Il y a beaucoup de gens qui mélangent entre c'est quoi un dépannage ou bien c'est quoi dépannage et c'est quoi réparation. Ils réalisent des actions de dépannage, ils disent qu'ils ont fait de la réparation. Et parfois, ils réalisent des actions de la réparation, ils disent qu'ils ont réalisé des actions du dépannage. Donc là, ça c'est faux. Il faut bien différencier entre tout ce qui est dépannage et tout ce qui est réparation. Quand est-ce qu'on utilise des opérations de réparation et quand est-ce qu'on utilise des opérations de dépannage? La même chose pour l'inspection, pour le contrôle, pour la visite, etc. Donc, le type de l'opération qu'on va utiliser dépend principalement de la méthode. Et c'est pour cela qu'on a dit dans cette partie, c'est une analyse qu'on va réaliser. Ça veut dire qu'il y a une liaison entre tout ce qui est événement, la nature de l'événement. La nature de l'événement, elle va déclencher la méthode qu'on va utiliser. La méthode qu'on va utiliser va déclencher un petit peu l'opération qu'on doit réaliser et un petit peu les activités connexes qui vont aller en parallèle avec le quotidien de maintenancier et qui doivent exister, à savoir par exemple les maintenances d'amélioration, les actions de rénovation, la reconstruction par exemple d'un nouveau bâtiment, la modernisation d'une machine, les travaux neufs, sécurité, etc. Ce sont des actions annexes pour le service maintenance. On a bien parlé de ça dans la première partie du module de formation. Et on a dit que ce sont aussi des vecteurs incontournables pour le service maintenant auxquels il faut faire attention pour ne pas se tromper dans le calcul de la charge pour le service. Et je rappelle toujours que cette formation-là, elle est pour des gens qui vont occuper des postes techniciens, superviseurs et surtout responsables maintenance. Donc, c'est plus un module managérial qu'un module d'exécution. Pour cette réflexion de terminologie est conceptuelle et présente une base de référence. Pourquoi? Pour qu'on aura tout simplement, avant de commencer, l'utilisation d'un langage commun pour toutes les parties. Parce que si je suis dans l'entreprise, si je suis en train de parler dépannage, il faut que tout le monde comprenne qu'est-ce que ça veut dire dépannage. Il faut que tout le monde comprenne que l'action que je suis en train de faire, c'est une action qui est court terme. Si on est en train de parler réparation, tout le monde doit utiliser le même jargon de langage. Tout le monde doit comprendre que la réparation, c'est bien évidemment quelque chose qui va venir bien évidemment après une intervention maintenance corrective. Et ainsi de suite. Donc, le langage, ça c'est très important pour la maîtrise au sein de l'entreprise, pour parler, pour en plus faciliter l'information et avoir un langage standard. Et la deuxième des choses, ce jargon-là de langage et ce concept-là qu'on va mettre en place, il va aussi nous faciliter la mise en place de systèmes informatisés afin de gérer la maintenance, ou bien ce qu'on appelle la GMA, pour entamer et entrer et effectuer la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Bon, on passe maintenant aux méthodes de la maintenance. Les méthodes qu'on utilise au sein d'une entreprise. Donc, supposons que vous êtes recruté pour occuper un poste de responsable maintenance dans une entité et l'usine elle est toute neuve, il y a des machines neuves, donc il n'y a pas de système. Donc, le chemin est fertile, il est vierge. Donc, c'est à vous maintenant de poser et mettre en place ce système de management de la maintenance. Et sachez bien que si vous allez mettre un bon système de management de la maintenance, le reste qui va suivre, ce sera moins douloureux pour vous et pour vos collaborateurs et pour l'entreprise. Mais si vous allez mettre un mauvais système de management de la maintenance au sein de l'entreprise, donc les dégâts ils seront beaucoup plus néfastes et vont être éternels avec l'équipe et avec tout le monde dans l'entreprise. Donc c'est pour cela il est très important de comprendre déjà les méthodes, et ça c'est une partie qui est très importante de ce cours-là, comprendre déjà quelles sont les méthodes, quelle est la différence entre les méthodes utilisées, et bien évidemment dire que quand est-ce que j'utilise cette méthode et quand est-ce que j'utilise cette méthode
et quelle est la différence entre deux, quels sont les bénéfices de cette méthode-là, quels sont les inconvénients de cette méthode. Ok, donc c'est toute une stratégie, c'est tout un système à mettre en place. Donc pour choisir la méthode, pour dire pour cet équipement-là, pour ces actions-là, je vais utiliser la méthode X. Donc il faut être tout d'abord informé des objectifs de la direction. Et ça a été bien expliqué dans la première partie. Juste pour la maintenance préventive, par exemple, lorsqu'on a dit que réaliser des actions de la maintenance préventive, l'importance il change avec la taille de l'entreprise, avec la nature du produit de l'entreprise, avec le secteur d'activité de l'entreprise. Donc on a vu que la maintenance, ce n'est pas quelque chose qui est très très important, bien c'est quelque chose qui est négligeable pour les petites entités de 6 personnes, 5 personnes qui utilisent des machines qui sont semi-automatiques, mais qu'il est fondamental et qu'on ne peut pas travailler sans maintenance, par exemple pour le secteur ferroviaire, pour l'aéronautique, d'accord, pour l'aérien. Donc imaginez avec moi, les avions, si l'avion tombe en panne dans le ciel, ça implique automatiquement la mort de 700 personnes. Donc on ne joue pas ici. On ne va pas appeler un prestateur externe à 500 km de la Terre. C'est mort. Il faut faire la maintenance au préalable. Donc il faut anticiper. Il faut prévenir les défaillances. Donc la maintenance, dans ce sens-là, les actions de la maintenance préventive, par exemple pour cette méthode-là, pour cette entité-là, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc il faut informer tout d'abord de l'objectif de la direction. Quelle est la stratégie de la direction? Qu'est-ce qu'il veut la direction? Est-ce qu'il veut minimiser le coût? Est-ce qu'il veut que les machines ne tombent jamais en panne? Est-ce qu'ils ont une vision pour améliorer un petit peu le taux de préventif? Est-ce qu'ils ont intérêt à améliorer le taux de correctif? Donc il faut comprendre déjà c'est quoi le besoin de la direction vis-à-vis de la maintenance. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Donc d'ailleurs c'est notre client. La direction, nos responsables, le grand chef, donc il est là, il ne va pas entrer dans le détail avec nous, mais il va nous définir, voilà ce que je veux à la fin de l'année, bien voilà ce que je veux à la fin de ce trimestre. Et maintenant, c'est à nous les managers, c'est à nous les responsables de définir comment on va atteindre ces objectifs. Voilà, donc il faut comprendre, déjà il faut être informé et avoir l'information sur les objectifs de la direction. Il faut comprendre et avoir la direction, ou bien la politique de la maintenance de la direction. Quelle est la politique de la maintenance? Si vous entrez dans une entité de 5 personnes et vous allez sans prendre en considération la politique, vous allez dire voilà, je vais mettre un bon système de management de la maintenance, je vais vous installer le préventif, je vais vous faire la GMAO, je propose de faire un stock PDR géré par ordinateur, par une telle application qu'on va rejeter, alors que l'entité est très très petite. On est en train de parler d'une petite entité, on est en train de parler d'une petite entreprise de 5-6 personnes, on n'a même pas besoin d'un technicien de maintenance. On est en train de parler d'une entreprise qui travaille avec des presses semi-automatiques, donc ça c'est pas logique. Ok, donc la première des choses, il faut savoir et comprendre la politique maintenance de la direction. Parce que pour n'importe quel projet, c'est pas, ça c'est un conseil que je vous donne. C'est pas juste pour la maintenance, c'est pour la qualité, pour la production. Toujours commencer par la direction. L'implication de la direction, c'est un vecteur très très important. Si le top management, si la direction est impliquée dans n'importe quel projet, le projet est à 90% de chances à réussir. Si la direction n'est pas impliquée, donc vous allez perdre votre énergie, mes amis. Parce que soyez sûr et certain que vous allez trouver des obstacles après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et lorsque vous aurez besoin de la direction, je suis désolé, personne ne va vous supporter et peut-être vous allez laisser tomber votre projet ou bien votre système que vous êtes en train de mettre en place. N'importe quel système, je parle système management de qualité, système production, système maintenance, s'il n'y a pas l'application de la direction, vous ne pouvez pas réussir. Donc, tout d'abord, frappez sur la porte de la direction, demandez de l'aide, demandez du support, essayez d'expliquer si vous avez le support, si vous avez l'application de la direction, si la direction a une politique. Donc tout ce qui va venir après, ça dépend de vous. Donc faites attention s'il vous plaît à ce point. Troisième chose, c'est connaître le fonctionnement et les caractéristiques du matériel. Donc toujours, la première partie, on a dit que le maintenancier doit être quelqu'un qui est polyvalent. Le maintenancier doit comprendre un petit peu s'il y a des machines qui utilisent, s'il y a des machines là où la fonction hydraulique présente, s'il y a des machines là où il y a la fonction pneumatique présente, la fonction électrique, etc. Donc il faut comprendre techniquement comment ça marche. Parce que si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas ces compétences-là, comment vous pouvez décider quel est le type d'action que vous allez mettre en place?
Donc, il faut comprendre les caractéristiques du matériel. Je ne dis pas qu'il faut être expert, mais il faut comprendre les caractéristiques du matériel. Ben, si vous êtes dans l'injection, il faut comprendre l'injection un petit peu. Il faut comprendre que les têtes ou bien les vis sont très importants. Il faut comprendre le tonnage, c'est important. Il faut comprendre c'est quoi ces tubeuses. Si jamais les tubeuses ne marchent pas, quel est l'effet, quels sont les risques, etc. Donc, il faut comprendre les caractéristiques de ce matériel. Il faut comprendre que le moule, ça coûte cher. Il faut comprendre que s'il y a des bavures, s'il y a des usures, qu'ils vont impacter le produit. D'accord? Donc, il faut comprendre cette notion, cette technicité, ou bien du fonctionnement du caractéristique du matériel. Ben après, il faut comprendre le comportement du matériel d'exploitation, aussi le comportement des machines dans votre site de production, les équipements avec lesquels vous êtes en train de produire. Il faut comprendre leur comportement pour proposer une bonne méthode, bien évidemment. Après, voir les conditions d'application de chaque méthode. Pour dire, par exemple, je vais utiliser la méthode préventive systématique, il faut que il faut que je comprenne au moins qu'est-ce que ça veut dire maintenance systématique. Quand est-ce que j'utilise la maintenance systématique? Quels sont les avantages de la maintenance systématique? Quelles sont les limites de la maintenance systématique? Ce sont des choses qui sont très importantes. Je ne peux pas dire, voilà, je vais utiliser pour un tel équipement la maintenance systématique. Moi, je ne connais pas les limites, je ne connais ni les avantages de cette méthode. Ça, ce n'est pas logique. Donc, s'il vous plaît, il faut comprendre. Il faut comprendre les conditions d'application de chaque méthode. Après, il faut prendre en considération, ça je le dis, je le répète, hein, c'est les coûts de la maintenance. Il faut prendre en considération les coûts de la maintenance. Les coûts de perte de production, c'est toujours, on est en train de... Parce que les coûts de perte de production, à cause des machines, à cause des pannes machines, c'est toujours, ce sont des coûts de la maintenance. Et si vous voulez voir cette partie-là, il faut voir la première partie du modèle de formation. Bien. Alors, le cœur de ce modèle de formation, les méthodes de la maintenance qu'on a. Donc, selon la norme française. Alors, pour la maintenance, on a un petit peu trois types de la maintenance, trois différentes méthodes. Donc, on va pas voir ici la troisième méthode, on va laisser la troisième méthode à la fin, mais on va essayer de clarifier la différence entre les deux méthodes fondamentales de la maintenance. Parce que la maintenance, il y a la maintenance préventive, il y a la maintenance corrective, et il y a bien évidemment la maintenance d'amélioration. Donc, on commence tout d'abord déjà par ces deux méthodes, la maintenance préventive et la maintenance corrective. Ici, une question qui vient à la tête et qui s'impose à savoir, tout d'abord, quelle est la différence entre maintenance préventive et maintenance corrective? La réponse est simple. La maintenance préventive se réalise sur des défaillances qui sont potentielles. Des défaillances, je répète, potentielles. Ça veut dire qu'on est en train d'anticiper les défaillances. Ça veut dire que les défaillances ne sont pas là dans la production. Les machines, elles tournent à la merveille. Donc, il n'y a pas une défaillance actuellement. Les machines tournent proprement, le site il est bien, la production sort, il n'y a aucun problème. Mais on doit anticiper s'il y aura des défaillances dans le futur. C'est pour cela qu'on dit que la maintenance préventive, on réalise la maintenance préventive pour des défaillances, pour des pannes qui sont potentielles. Et ça, c'est la définition de la maintenance préventive. Donc, on est bien d'accord. Donc, si on est en train de parler des défaillances potentielles, on est dans la phase maintenance préventive. La méthode utilisée dans ce sens-là, c'est la maintenance préventive. Maintenant, maintenance corrective. Maintenance corrective, c'est déjà trop tard. La défaillance est réelle. La machine est en panne. La machine est partiellement en panne. On est en train de perdre de la production. La défaillance est présente. Donc, c'est trop tard. Donc, lorsque la défaillance, elle est là, lorsque la panne, elle est là, on est en train de parler maintenance corrective. On ne peut pas dire qu'on a réalisé des actions de préventive sur une machine qui est en panne. Ça n'est pas logique. On réalise des actions correctives sur des machines qui sont en panne, ou bien là où la défaillance est réelle. Et on réalise des actions de la maintenance préventive lorsque la défaillance est potentielle. Donc ça, c'est la différence déjà entre les deux. Préventif, lorsque la défaillance est potentielle, n'existe pas encore, c'est dans le futur, on est en train d'anticiper, on est en train de prévenir. Maintenance corrective, c'est trop tard, la défaillance, elle est là, et on va faire la maintenance corrective. Donc, dans la maintenance préventive, et ça, on va voir, n'inquiétez pas, on va voir en détail, on a deux types de la maintenance.
deux types de la maintenance. Il y a la maintenance systématique, il y a la maintenance conditionnelle. Systématique, donc c'est suivant une échéancier, donc c'est suivant un événement. L'élément déclencheur, c'est un échéancier, par exemple une période. On dit que chaque semaine, on va réaliser des inspections, et on va réaliser des changements des filtres. Ça, c'est par exemple un échéancier. Par exemple, je dis que je vais changer le scie à chaque 6000 coups. Donc, ça, c'est un échéancier. Je vais dire, par exemple, que je vais nettoyer le scie chaque 1000 pièces. Ça, c'est un échéancier. Donc, si je suis en train de parler échéancier, si l'événement déclencheur est un échéancier, donc je suis en train de parler de la maintenance systématique. Si, par exemple, l'élément déclencheur est un état de bien, par exemple, un capteur de température, l'état d'usure, etc., donc ça, je vais dire que je suis en train de parler de la maintenance conditionnelle. La maintenance conditionnelle. Il y a encore une fois, dans la nature et dans la production, il y a des gens qui utilisent le mot maintenance prédictive. C'est pas faux, mais la maintenance prédictive, ça veut dire la maintenance conditionnelle. C'est la maintenance conditionnelle. Il y a des gens qui disent qu'on a trois types de la maintenance. On a le prédictif, on a le préventif, on a le correctif. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que le prédictif, c'est une partie de la maintenance préventive. Ça fait partie de la maintenance préventive. Donc, dire que la maintenance, on a trois types, on a prédictif, préventif, correctif, c'est faux. On n'a que préventif, correctif et amélioratif. Donc, pour les préventifs, on a deux types. On a maintenance systématique, ou bien on a maintenance conditionnelle, ou bien vous pouvez l'appeler maintenance prédictive. Pourquoi je dis vous pouvez l'appeler maintenance prédictive? Parce que prédictive, ce n'est pas un mot qui est normalisé. Vous n'allez pas trouver dans la norme française, c'est quoi la maintenance prédictive? Vous n'allez pas trouver une définition. Si je ne me trompe pas, j'essaye de chercher, je n'ai pas trouvé cette définition, mais ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas normalisé cette définition. Maintenance prédictive, c'est la maintenance conditionnelle. Et après, pour la maintenance corrective, l'élément déclencheur, c'est la défaillance. Pour la défaillance, l'événement, il y en a deux types pour la défaillance. Ou bien la défaillance, c'est une panne complète, ça veut dire c'est une défaillance qui est totale, la machine elle est en panne, elle est totalement en panne, ou bien on a une défaillance qui est partielle, on ne va pas attendre que la machine se dégrade complètement. La machine commence à faire des bruits, la machine commence à vibrer trop, la machine commence à scraper des pièces, le taux de rebond a commencé à s'augmenter, donc on va dire qu'il y a une défaillance partielle. L'essentiel est que la défaillance est présente. Dans ce cas-là, on est en train de parler de la maintenance corrective. Et là, j'aimerais bien passer un peu de temps pour bien expliquer cette méthode de maintenance qui est le correctif. Donc généralement, il y a des gens dans l'industrie, ils confondent entre maintenance curative, maintenance corrective. Curative, corrective, court terme, maintenance court terme, maintenance long terme, maintenance moyen terme. Donc il y a ici une confusion entre ces mots-là et entre ces méthodes de la maintenance. J'explique. Supposons, et c'est l'exemple qui va nous expliquer ça. Supposons qu'on est devant une situation, là, une machine qui tombe en panne. Alors, cette machine elle tombe en panne, on a deux choix. Ou bien, on va faire une analyse et on va trouver la cause racine, pourquoi ce défaut elle a été créé, pourquoi cette défaillance est apparue. Et dans ce cas-là, on va mettre en place des actions qui sont définitives, une fois pour toutes, pour que le défaut ne se reproduise pas dans le futur. Dans ce cas-là, on est en train de parler maintenance corrective. Parce qu'on va toucher l'occurrence de défaut et on va éradiquer le problème et mettre en place une action définitive pour que le problème ne se reproduise jamais, une fois pour toutes. Ou bien, la production est là, il y a des pièces qui doivent sortir, il y a des avions qui attendent des pièces. On va dire, tiens, on n'a pas le temps pour analyser, ou bien on a analysé, on a compris, on a trouvé pourquoi la machine est tombée en panne, mais on a besoin par exemple d'une pièce de rechange qu'on doit commander de l'Allemagne, ça prend 3 semaines, etc. Ou bien on a besoin de développer par exemple pour mettre en place une action, développer un petit peu un système qui va éradiquer ce défaut-là, donc ça demande un peu de temps. Mais on ne peut pas attendre. La production ne peut pas attendre 3 semaines, la production ne peut pas attendre 4 semaines. Donc dans ce cas-là, il faut réaliser des actions rapides, des actions immédiates. Et ces actions immédiates, qu'on appelle des actions curatives. Ce sont des actions qui sont curatives, ça veut dire que ce sont rapides de protection de la production. On veut protéger la production. Par exemple, on a un tuyau qui est pincé, on a un problème de fuite, on a trouvé que le tuyau est pincé.
Donc, dans la philosophie de la maintenance, si je vais changer le tuyau, je vais mettre un nouveau tuyau, ça c'est du dépannage. Ça, c'est pas une réparation. On va dire qu'on a réalisé une action curative. Ça, c'est du curatif. C'est une action de dépannage qui est rapide. Changement de tuyau. Maintenant, après changement de tuyau, j'ai du temps, je suis soulagé, je vais poser la question. Tiens, le tuyau est pincé. Pourquoi le tuyau est pincé? Est-ce que c'est le choix de matériaux qui n'est pas bon? Est-ce que la pression était trop haute? Est-ce qu'il y avait un élément tranchant qui a pincé le tuyau? Est-ce que c'est un sabotage d'un opérateur? Est-ce que je vais commencer à poser les questions pour comprendre la cause racine? Et par exemple, si je trouvais que par exemple, la pression a été très haute, chose qui a fait d'user et de pincer le tuyau, moi je dis n'importe quoi, ou bien le fournisseur n'était pas bon, parce qu'il nous livre une qualité qui est moins importante, ou bien qu'il ne respecte pas le cahier de charge avec nous. Donc l'action, on va changer le fournisseur. Ce fournisseur, on ne va plus travailler avec lui, on va mettre un contrôle à la réception de tous les tuyaux pour contrôler la conformité avant de la mise en place sur l'installation. Dans ce moment-là, l'action de changer le fournisseur, c'est une action corrective, proprement dite. C'est une réparation. Donc ça veut dire que je vais toucher la cause racine pour que le problème ne se reproduise jamais. Ok? Et pour l'action de dépannage, c'est juste action pour que, parce que aujourd'hui je vais changer le tuyau, d'ici une semaine, 2 semaines, je vais tomber sur le même problème parce que je n'ai pas touché la cause, parce que je n'ai pas fait une analyse. Ainsi de suite. D'accord? Donc ça c'est un dépannage. Et l'autre, pour trouver la cause racine et mettre en place une action corrective, je vais dire que l'opération que je vais réaliser en ce moment, c'est une action de réparation. Ok? Donc j'espère bien que j'ai bien expliqué cette partie-là, parce que c'est très important. Allez à la production, essayez de remarquer, suivez vos techniciens et posez la question suivante. Est-ce que vous avez réalisé une action de dépannage ou bien une action de réparation? Il va vous dire, non, moi j'ai réparé. Et si jamais, après 12 jours, 3 jours, il y a une récurrence sur le même défaut, il faut appeler ce technicien et dire, monsieur, vous n'avez pas fait la réparation, vous avez fait le dépannage. Parce que généralement, les gens ils sont mal au cœur de dire que j'ai fait du dépannage. Parce qu'ils pensent que le dépannage, parce que lorsqu'on dit dépannage, c'est comme si on sort de la procédure, c'est comme si on fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais les actions, le fait de changer, juste changer sans analyser, c'est du dépannage. C'est une action court terme, immédiate, sans comprendre pourquoi l'équipement a vraiment tombé en panne. Bien, donc ça c'est un petit peu la conclusion et la différence entre les deux. Maintenant, pour la maintenance préventive, je vais revenir, on a deux types de maintenance. On a une maintenance qui est systématique. Donc, une maintenance systématique, ça veut dire que c'est une maintenance qui se base sur un événement échéancé, ça veut dire, je vais dire, une période, nombre de coûts, nombre de pièces produites, etc. Et pour la maintenance conditionnelle, je vais me baser sur une information, sur l'usure de la roue, sur la profondeur de l'usure, sur un capteur de température, sur un capteur de pression, sur un capteur de vibration. L'essentiel, c'est une information que je vais avoir qui va me donner une idée sur l'état de bien, et à partir de cet état de bien, je vais commencer à réaliser des actions. Bien. Maintenant, pour la maintenance systématique. La maintenance systématique, on va passer, quelles sont les opérations qu'on va réaliser? Pour le correctif, on a dit qu'on va réaliser le dépannage et la réparation. Pour le préventif, on est devant 3 situations. Ou bien, je vais réaliser l'inspection, ou bien je vais réaliser le contrôle, ou bien je vais réaliser une visite. Si je suis en train de parler maintenance systématique, je vais réaliser une inspection et une visite. C'est possible aussi de faire des visites pour la maintenance systématique. Si je suis dans le conditionnel, je vais réaliser des actions et des opérations de contrôle, et je peux réaliser aussi des actions de visite. D'accord. Donc maintenant, on va lire un petit peu ensemble le détail pour comprendre mieux la différence entre ces différents types de la maintenance. Bon, pour la maintenance corrective, il faut tout d'abord, parce qu'on a dit que le correctif vient après une défaillance. Donc, soyez judicieux, la bonne question c'est quoi une défaillance? Donc la défaillance, c'est une altération ou une cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir la fonction requise. L'essentiel, c'est qu'une défaillance, ça ne veut pas dire automatiquement une panne, ça ne veut pas dire automatiquement une défaillance totale.
Parce qu'ici, on peut tirer deux leçons. On peut tirer qu'il y a, à partir de la défaillance, il y a des défaillances qui sont totales et il y a des défaillances qui sont partielles. Ben, si vous avez un équipement qui est en train de produire des pièces, et à un certain moment, vous avez remarqué, vous avez une carte SPC, Statistical Process Control, vous êtes en train de suivre l'état de santé de votre processus, et il y avait des points qui sont en train de s'approcher à la limite. Donc, dans ce moment-là, vous allez dire, voilà, on a un mode de réaction, il faut qu'on agisse. Il ne faut pas attendre que la machine tombe en panne ou bien produit des pièces carrément conformes. Il faut qu'on arrête à ce moment-là parce qu'il y a une défaillance qui est partielle. Ou bien lorsque vous entendez des bruits, lorsque vous entendez qu'il y a trop de vibrations. Donc, à ce moment-là, il faut réagir. Il y a des défaillances qui sont complexes. Ça veut dire une cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir la fonction accusée. Alors, donc la maintenance corrective, il y a des gens qui l'appellent maintenance curative. Encore une fois, ça ne pose pas de problème. C'est parce que c'est un mot qui n'est pas, encore une fois, normalisé. Donc, si vous dites, si des gens disent que le curatif, c'est vraiment le correctif, s'ils font des confusions, donc on n'a pas de problème. L'essentiel, il faut qu'on comprenne, nous, c'est quoi la différence entre dépannage et c'est quoi la différence entre réparation. Nous, ce qu'on attend de nos techniciens, ce qu'on attend de nos collaborateurs, c'est faire plus de réparation que de dépannage. Si on n'a pas le choix, on peut faire le dépannage. Mais sachez ça, c'est le plus médiocre, c'est la plus médiocre méthode à utiliser, c'est le dépannage. Parce qu'il est très coûteux, il ne prend pas en considération la qualité. Et les dégâts du dépannage, ils sont très néfastes. Et ça augmente le temps d'intervention, ça augmente les problèmes, le temps de scrap, ça augmente les réclamations clients à cause des processus qui n'est pas conforme. Le nombre de machines qui vont tomber en panne en même temps, il sera très nombreux. Donc, les techniciens vont jouer à gauche, à droite, ils vont courir à gauche et à droite pour résoudre ces problèmes-là. Donc, toujours, on va rester dans la sécurisation, toujours, on va rester sous pression, toujours, on va rester, l'adrénaline, elle est très, très pressée. Donc, il vaut mieux éviter le maximum possible, s'il vous plaît, essayez d'éviter tout ce qui est dépannage. Et concentrez-vous, s'il vous plaît, sur leur réparation. Trouvez c'est quoi la cause racine. Allez au-delà, allez jusqu'au bout, posez des questions. Pourquoi utilisez les méthodes d'analyse, utilisez les Ishikawa. Est-ce qu'il y a des problèmes? Ça ne me pose pas de problème. Parfois, vous pouvez trouver que la cause de ce problème-là, ce n'est pas une cause de la maintenance. Ça peut être une défaillance des ressources humaines, ça peut être une défaillance de la production, ça peut être une défaillance de la qualité, ça peut être une défaillance du management, de la direction. Et ça ne pose pas de problème de mettre en place des actions pour les ressources humaines, de les aider à dire, ok, s'il vous plaît, on a un problème avec la formation des OP, par exemple, au niveau de montage des pièces, ils montent les pièces à l'envers, et s'ils montent les pièces à l'envers, donc ils vont casser les outils. Donc nous, on n'a pas une solution technique à faire, donc s'il vous plaît, essayez de revoir votre programme de formation, essayez de voir votre planning de formation, essayez de nous aider à mettre en place des actions pour ne pas mettre des pièces à l'envers pour casser les outils. Ça ne nous pose pas de problème à mettre des actions de ce genre. Parce que notre problème, parce que notre définition de la maintenance, notre définition de service, c'est pas forcément, il faut qu'on aura des sipons, qu'on aura des écrous, qu'on aura de la graisse pour dire qu'on est des maintenanciers. Notre mission principale, c'est que l'équipement que nous avons ne doit pas tomber en panne. Ça doit fonctionner dans un rendement maximal. Ça, c'est l'objectif. Quel est le type d'action? On s'en fout. Rappelez-vous toujours la définition de la maintenance. Donc, faire des actions avec les ressources humaines, ça ne doit pas présenter une gêne pour la maintenance. Il ne faut pas toujours lier les actions de la maintenance avec des écrous, avec des sipons, avec quelque chose qui est visible comme ça. Ça peut être une action sur une procédure. Ça peut être une action avec liée à un document, liée à un mot de formation. Donc, ce n'est pas grave. OK? Alors, donc, s'il y a des gens qui vont vous dire le curatif, c'est le correctif, voilà, il est écrit là, etc. Ça, c'est pas notre problème. L'essentiel, il faut qu'on comprenne qu'il y a réparation, qu'il y a dépannage. Dépannage, c'est rapide. Réparation, c'est à partir d'une analyse, c'est définitive. Point barre. Maintenant, la maintenance préventive. Donc, la maintenance préventive, elle est effectuée selon un critère prédéterminé. Prédéterminé, ça veut dire pas on va y aller à la machine et on va commencer à dire ok, quels sont les critères que je vais voir pour réaliser l'intervention. Moi, à mon avis, je vais faire que le nettoyage, je vais changer ça, Non, ça, c'est pas de la maintenance préventive. Les conditions doivent être prédéterminées au préalable. C'est prédéterminé. Il faut que les critères doivent être prédéterminés. Si on va dire que
je vais réaliser la maintenance une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Ce n'est pas réalisé une fois par semaine, la semaine après une fois par jour, l'autre une fois par mois, l'autre une fois par 3 mois. Non, ça c'est pas bon. Il faut qu'il soit. S'il est planifié, s'il est prédéterminé, ok. S'il n'est pas prédéterminé au hasard, ça c'est pas des préventifs. Il ne faut pas laisser le temps au hasard. Il faut cadrer les choses. Il faut dire, voilà, je vais utiliser la maintenance préventive parce que effectivement, j'ai des critères prédéterminés. Je vais agir si la température dépasse 1000 degrés Celsius. Point barre. Je vais agir et je vais partir vers la machine pour réaliser mes inspections et mes visites si le nombre de coups dépasse 6000 coups. Point barre. Ce sont des conditions qui sont prédéterminées. Bien, ça c'est la première des choses à souligner. Pourquoi réaliser ces maintenances? Dans l'intention de réduire la probabilité. Hein? La probabilité, parce que c'est quelque chose qui est potentiel, c'est pas réel. La probabilité de défaillance d'un bien ou de la dégradation de service rendu, que ce soit un service ou bien on est en train de parler d'un bien. Donc c'est toujours réduire la probabilité. Elle sera mieux si on dit annuler, mais on n'est pas dans un monde parfait. On va essayer de mettre notre maximum pour que l'équipement ne tombe pas en panne, pour qu'on n'aura pas la défaillance généralement. Parce que panne, il y a panne partielle, il y a panne complète. Ok, donc là, j'aimerais bien expliquer une chose. Donc il doit permettre d'éviter, c'est quoi? La maintenance préventive doit permettre d'éviter les défaillances des matériels en cours d'utilisation. Le préventif, on le fait pour des matériels qui sont en cours de l'utilisation. On ne le fait pas pour des matériels qui sont déjà en panne, qui sont déjà en arrêt, ou bien qui ne sont pas mis encore à la production. On réalise le préventif pour des machines, ou bien pour des matériels qui sont en cours de l'utilisation. Deuxième chose, et c'est très important, et j'adore bien cette phrase, parce qu'elle va répondre à beaucoup de questions. Concentrez-vous s'il vous plaît. L'analyse des coûts doit mettre en évidence un gain par rapport aux défaillances qu'il permet d'éviter. Et voilà, on va voir le but de la maintenance. L'équation est simple. Il y a des gens qui posent la question, quand est-ce que je vais faire le préventif et quand est-ce que je ne vais pas faire le préventif de ce composant. Parce que sachez bien s'il vous plaît, pour un équipement, vous pouvez passer 5 minutes de préventif alors que vous passez pour le même équipement une journée ou bien 12 jours à réaliser le préventif. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça dépend de ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce préventif? Si vous allez faire par exemple que souffler l'armoire électrique, nettoyer les automates, partie externe, changer par exemple un courroie, ok, très bien, 3 actions. Et l'autre exemple, il y a quelqu'un qui va venir, il va prendre une checklist d'1 kilomètre, et il va essayer de contrôler tout, il va essayer d'inspecter tout, il va essayer de changer tout. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer? On va tirer que la deuxième intervention qui a été réalisée, premièrement, elle est très coûteuse, parce qu'il a fait beaucoup d'actions, donc beaucoup d'investissements, beaucoup de pièces de rechange. D'ailleurs, il a pris plus de temps, donc on n'aura pas besoin d'un seul technicien, on aura besoin de plus de techniciens. Troisième chose, le temps d'arrêt. Donc il va prendre la machine à la production pour une journée. C'est énorme dans la production. C'est énorme, c'est pas acceptable dans un certain nombre de secteurs. On n'accepte pas l'arrêt d'une machine pendant une journée. Déjà 20 minutes, 30 minutes, c'est trop. Donc imaginez avec moi, il y a quelqu'un qui va venir. Alors il y a un autre qui va vous dire, alors s'il vous plaît, donne-moi une solution. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais utiliser juste une checklist de 3 points, ou bien une checklist de 100 points, ou bien 50 points? Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi s'il vous plaît. La réponse, c'est qu'il faut utiliser l'équation suivante. La réponse, c'est que pour chaque préventif, calculez le coût de la défaillance. Ça veut dire, on suppose par exemple, vous allez faire le nettoyage de l'outil. Ou bien vous allez mesurer l'usure de l'outil pour le changer, pour le faire changer. Donc la défaillance, c'est usure de l'outil. Donc posez-vous cette question. Si jamais l'outil est usé, donc c'est quoi la défaillance? Donc l'outil usé, ça veut dire pièce non conforme, ça veut dire risque réclamation client, ça veut dire stock des pièces à trier, ça veut dire
un arrêt de production, ça veut dire des pièces à scraper, ça veut dire, donc il y a des coûts, ce sont des coûts, n'est-ce pas? Donc si ces coûts-là, ils sont supérieurs au coût de la réalisation de l'action préventive, allez, fais-le. Fais le préventif. Si le coût il est inférieur, il ne faut pas faire de préventif, il faut attendre le correctif. Deuxième exemple, moi je vais faire, par exemple, dans ma checklist de la maintenance préventive, je vais faire un graissage et une mesure d'un diamètre d'un vis et je vais changer un rondelle, je vais changer un vis, un petit vis qui n'a pas de fonction, qui n'a pas trop de fonction dans la machine. Si jamais ce vis-là il est tombé, il est en panne, bien il est cassé, c'est quoi le risque? Bah, le risque, peut-être rien, peut-être je vais entendre de la vibration et je vais le changer, ça coûte 50 centimes. Bah, dans ce cas-là, le coût de la défaillance, s'il est là, c'est 50 centimes. Maintenant, c'est quoi le coût pour réaliser la maintenance de ce vis-là et de le faire nettoyer, etc. Moi, j'exagère un petit peu pour comprendre l'idée. Bah, il vous faut un technicien maintenance. Il faut par exemple arrêter la production. Donc imaginez avec moi le cumul de ces coûts-là. Et comparer ces coûts de préventif par rapport aux coûts de la défaillance. Donc vous allez trouver bien évidemment que les coûts de la défaillance sont beaucoup plus inférieurs que le coût de l'action préventive. Dans ce moment-là, il ne faut pas réaliser le préventif. Il ne faut pas faire le préventif. Et ça, c'est la réponse. Quand est-ce qu'on fait le préventif et quand est-ce qu'on ne le fait pas? On le fait si le coût de la défaillance est beaucoup plus supérieur au coût de la réalisation de préventif. Et le coût de l'action préventive, il doit englober le prix technicien, salaire technicien, il faut la charge horaire, il faut prendre en considération le temps d'arrêt, il faut prendre en considération les pièces qu'on va rechanger, etc. Bien. Maintenant, on va voir un petit peu la maintenance préventive, on va voir le but de la maintenance préventive et les gains qu'on peut avoir de cette magnifique maintenance préventive. Donc tout d'abord, on va augmenter la durée de vie des matériels. Ça, c'est une très très bonne chose. L'augmentation de la durée de vie des matériels. Parce que graisser à chaque fois, lubrifier à chaque fois, graisser, ça veut dire minimiser le frottement. Minimiser le frottement, ça veut dire moins d'usure. Moins d'usure, ça veut dire plus la durée de vie va être beaucoup plus longue. Donc ça, c'est évident. C'est le premier gain. Deuxième gain, c'est qu'on va diminuer la probabilité de la défaillance en service. Et ça, c'est si on va revenir à la définition de la maintenance préventive, l'objectif principal, c'est la diminution de la probabilité de défaillance en service. Diminuer le temps d'arrêt en cas de la révision ou de panne. Donc, s'il y a une révision ou bien il y a une panne d'un dispositif, imaginez avec moi que vous avez jamais touché cet équipement-là. Et le jour où il y avait une panne, vous voulez réaliser la correction ou le dépannage, dans ce moment-là, il sera très très difficile à faire. Parce que vous allez trouver de la poussière, de la merde dans la machine, des composants. Donc le temps pour réaliser l'action, il sera beaucoup plus long. Il y a des câbles partout, les câbles ne sont pas bien identifiés. Donc vous allez trouver qu'il y a une ruine à l'intérieur de cette machine-là. Donc le temps, bien évidemment, il sera plus long pour réaliser l'intervention. Mais si vous réalisez toujours des préventifs de la machine, donc s'il y a une panne, vous allez directement à la panne, vous allez commencer à analyser, vous allez faire la réparation et le dépannage rapidement. Bien. Quatrième chose, prévenir aussi et prévoir les interventions coûteuses de la maintenance corrective. Et ça, c'est l'équation. Okay? Donc lorsqu'on va dire, moi je vais réaliser le préventif pour ce équipement-là, c'est bien évidemment pour éviter des coûts de la défaillance, pour éviter les coûts de la maintenance corrective. Permettre de décider la maintenance corrective dans les bonnes conditions. L'exemple, si je réalise trop de préventifs, donc automatiquement il y aura moins de machines qui sont en panne. Donc une seule machine par équipe qui est en panne, donc le technicien de maintenance il sera à l'aise, dans des bonnes conditions, la machine est bien rangée, il va réaliser son intervention. Mais imaginez avec moi 20 machines en panne en même temps parce qu'il n'y a pas de préventif. Le technicien il court à gauche et à droite. Ça sera quelque chose quand même très très difficile à réaliser. Ce ne sont pas des bonnes conditions pour réaliser la maintenance corrective.
Éviter la consommation anormale d'énergie de lubrifiant. S'il y a des réservoirs qui sont pincés, il y a des fuites de l'huile, des fuites d'eau, l'électricité aussi, si on a des moteurs qui présentent de la poussière dans l'élément tournant, donc il aura besoin de plus de coupe, liquider plus de coupe, donc plus de puissance, liquider plus de puissance, plus d'énergie, donc il y aura plus de consommation d'énergie. Mais si jamais si on fait le nettoyage d'une manière par exemple périodique, donc il y aura moins d'efforts, donc moins de consommation. L'amélioration des conditions de travail personnel, donc imaginez avec moi la clim, donc un site de production de 2000 personnes qui sont en train de produire des pièces, et à un certain moment, il y a une panne du clim, et pour réparer cette clim-là, il faut appeler un prestataire externe, donc il faut compter 2 ou bien 3 jours que la clim ne fonctionne pas, et c'est l'été, c'est 40 degrés Celsius. Imaginez avec moi s'il vous plaît comment les conditions de travail seront dans cette situation. Donc la situation sera un petit peu lamentable, et il y aura une influence directe sur les conditions de travail des employés, du personnel de la production. Diminuer le budget de la maintenance. Si on diminue les correctifs, si on diminue les pannes, automatiquement on va diminuer le budget de la maintenance, et ça c'est parmi les raisons pour lesquelles on est là. Supprimer les causes des accidents graves. Si par exemple la machine tombe en panne, si un élément de sécurité tombe en panne, des barrières de sécurité ou bien des choses comme ça qui tombent en panne, on ne va pas faire attention, ils vont tomber en panne, personne ne va voir ça, l'opérateur va venir, peut-être on va y avoir des accidents qui sont graves. Mais si on réalise le préventif à l'avance, on va éviter de tomber dans cette situation, et on va par la suite supprimer des causes des accidents qui peuvent être graves. Bien. Alors on passe à la maintenance. Maintenant, ça c'est la maintenance préventive en général. On va passer maintenant au détail de la maintenance préventive. Donc on a dit qu'il y a 2 méthodes. Il y a la maintenance préventive estimatique, et il y a la maintenance préventive conditionnelle, ou bien encore une fois prédictive. Donc la maintenance préventive effectuée selon un échéancier, établi selon le temps ou le nombre d'unités d'usage. Le nombre d'unités d'usage, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais dire que je vais faire la maintenance systématique chaque semaine. Par exemple, il y a quelqu'un qui va dire je vais faire la maintenance préventive chaque 6000 coups, chaque changement d'équipe, d'accord. Donc vous choisissez l'échéancier avec lequel vous allez se baser pour définir cette condition prédéterminée pour réaliser des actions de préventive. Donc même si le temps est l'unité le plus répandue, donc généralement dans la production, le temps le plus répandu, l'échéancier le plus répandu, c'est le temps. C'est toujours une semaine, 1 mois, 6 mois, 3 mois, c'est facile à gérer. Mais il y a dans d'autres types d'industries qu'il y a un petit peu, on parle de nombre de pièces produites, on parle, il faut nettoyer l'électrode chaque 4000 pièces, chaque 1000 pièces, donc ce sont d'autres unités d'usage. Donc cette périodicité d'intervention est déterminée à partir de la mise en service ou après une révision complète ou partielle. Et ça, c'est très important. Moi, je vais arrêter là. Je veux mettre le point sur cette phrase-là. C'est la question. Vous allez partir dans une entreprise, essayez de poser la question au responsable maintenance ou bien au maintenancier. Est-ce que vous faites la maintenance préventive? Oui. Très bien. Est-ce que vous faites la maintenance systématique? Oui, on fait la maintenance systématique. Quelle est la période ou bien quel est le critère que vous faites pour réaliser la maintenance? Nous réalisons la maintenance préventive systématique chaque 6 mois. Ça, c'est la réponse. Oui, chaque 6 mois, oui. Pour tous les équipements? Oui, pour tous les équipements. Quel que soit le type d'équipement? Oui, quel que soit le type d'équipement. Est-ce que vous trouvez ça, c'est logique? C'est complètement erroné, c'est complètement faux. C'est comme si on veut faire le préventif pour le préventif. Pourquoi pas 3 mois? Pourquoi pas 1 semaine? Pourquoi pas 1 an? Pourquoi vous réalisez obligatoirement la maintenance pendant 6 mois? Ça, c'est pas logique, s'il vous plaît. Essayez d'être un petit peu pragmatique. Donc, vous définissez la période, mais il faut avoir une cause. Pourquoi vous avez défini 6 mois? Et la question qui va se poser, comment on définit la période? Et ça, c'est la réponse. Il faut mettre ça. Vous êtes en train d'auditer la maintenance. Vous allez trouver qu'en 2017,
il y avait trop de problèmes liés aux filtres. Des filtres colmatés, correctifs, je dis. Hein. Arrêt, par exemple, 80 heures dans 2017 pour un équipement X, pour un type d'équipement X, à cause des filtres qui sont colmatés. La fréquence des changements des filtres dans le préventif, c'est une fois chaque 6 mois. Ça, c'est en 2017. En 2018, la même chose. 90 heures. Cause, filtre colmaté. Fréquence changement de filtre, une fois par 6 mois. 2019, la même chose. 2020, la même chose. Est-ce que c'est logique? On est en train de voir, on est devant une situation monotone. Il n'y a pas quelque chose qui est dynamique. On ne sent pas, ici, on ne se sent pas, il est où le préventif? Ben, le préventif, ça doit être quelque chose qui est dynamique. En l'année 2017, on doit se baser sur le correctif pour déterminer les fréquences. En 2017, il y avait des filtres colmatés qui présentent par exemple la tête de Pareto. Allez, ok, on doit revoir la fréquence de changement des filtres. Si 6 mois, non, on va les changer chaque 3 mois. En 2017, il n'y avait jamais des problèmes, par exemple, liés des casses des vis ou bien un certain nombre d'outils, et on les change très souvent, on trouve que l'état est toujours bien. Donc pas besoin, il faut augmenter un petit peu pour soulager le technicien, pour soulager le système. D'accord? Donc la fréquence la fréquence qu'on va définir, la périodicité qu'on doit définir, doit être une périodicité qui est logique, s'il vous plaît. Doit être une périodicité qui se base sur des faits, sur des datas réelles. C'est pas au hasard, c'est pas parce qu'une telle entreprise, j'étais manager dans une entreprise, ils font chaque 6 mois, moi je vais faire copier-coller pour dire à la direction je fais de préventif et ça y est, c'est bon, on passe. Quelle est la valeur ajoutée? Le préventif doit être quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est dynamique. À chaque fois, je prends le parc matériel, j'essaie d'analyser, j'essaie de faire des datas. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que tu es payé, que vous êtes payé, le superviseur maintenance, le responsable, le manager. On est payé pour utiliser notre matière grise. On ne fait pas des actions opérationnelles, on n'ouvre pas des armoires, on ne réalise pas des entretiens. Mais on est là pour penser, on est là pour analyser. À tête reposée, on prend les datas. L'année 2017 est bien passée. Ok, on fait une extraction des données, on essaie d'analyser, on fait des Pareto, on fait des analyses, on lance des Ishikawa, et on commence à poser des questions, on commence à nous critiquer nous-mêmes. D'accord? Et on essaie de s'améliorer. D'accord? Donc, parmi les choses qui vont nous aider à déterminer les périodes, on a le comportement de matériel, on a le mode de dégradation aussi, et on a le temps moyen de fonctionnement entre deux pannes. Okay? Il faut se baser aussi sur les indicateurs. Vous avez des indicateurs, vous avez la table de bord. À quoi sert cette table de bord? À quoi sert? Vous avez un très mauvais indicateur MTBF. Ah, si vous avez un très mauvais indicateur MTBF, il faut poser la question. Pourquoi? Est-ce que la périodicité n'est pas bonne? Est-ce que les actions que je mets en place ne sont pas des actions efficaces? Ce ne sont pas des actions pertinentes? Donc, essayez de poser toujours ce genre de questions pour avancer. Bien. Donc, de plus en plus, les interventions de la maintenance systématique se font par des échanges standards. Donc, ça, ce qu'on veut un petit peu éviter. D'accord? Alors, on va voir ici quelques cas d'application. Équipement soumis à une législation en vigueur, sécurité réglementée. Appareil de lavage, extincteur, réservoir sous pression, convoyeur, ascenseur, montage. Pour votre information, les moyens qui sont liés à la sécurité ou bien qui sont réglementés, sécurité réglementée, ce sont des moyens dont les périodes ils sont connues. D'accord? Par exemple, pour les extincteurs, il faut les revoir chaque année. Donc, c'est chaque année, ce n'est pas toi qui détermine la période. D'accord? C'est l'État, c'est le règlement. L'équipement dont la panne risque de provoquer des accidents graves. Donc, toujours, vous remarquez que ce n'est pas juste pour la maintenance, c'est pour les gens qui font l'ingénierie, c'est pour la qualité, c'est pour toujours le facteur humain, il faut le poser, la sécurité, on ne joue pas avec la sécurité. Il ne faut pas se faire intelligent, manager intelligent pour gagner, d'accord, d'un petit peu quelques centimes, mais par rapport ou bien au détriment des gens. Non, ça c'est pas bien. C'est pas même humain. Il faut toujours, s'il vous plaît, penser sécurité. La sécurité, si vous avez des risques, sécurité, c'est première priorité. Mettez ça dans votre tête.
équipement dont la panne risque de provoquer des accidents graves, là, la périodicité, ça doit être une période qui est très très haute, avec une très grande fréquence. Les équipements ayant un coût de défaillance élevé, si jamais par exemple il y a des outils qui sont fabriqués pour mon site de production, et pour lancer ces outils-là, j'ai un seul fournisseur qui est en Allemagne, et ce fournisseur-là, il faut, avant de commencer la production de cet outil que je commande moi, il doit avoir une commande, donc il doit être payé à l'avance. Et s'il va lancer la production, il lui faut aussi l'envoi de la pièce chez un sous-traitant pour réaliser le traitement thermique pendant 2 semaines. Et après 2 semaines, il dit ouais, bon, il y a toute une procédure. C'est un équipement qui coûte trop cher. Donc c'est une défaillance très très coûteuse. Et la production va être arrêtée pendant 4 mois, 5 mois. Donc ça, c'est une défaillance qui est très chère. Donc on ne va pas jouer avec cette défaillance. Et déjà, le coût de l'outil est très, très, très élevé. Je vous donne l'exemple des moules dans l'injection. Dans l'injection, on va prendre l'exemple le plus simple, la poussière. Si vous avez de la poussière, si vous avez des pièces de la mécanique de précision, si vous êtes en train de parler des microns et dans votre moule il y a de la poussière ou bien de la merde qui va être installée dans les empreintes, au moment de la fermeture du moule, donc le moule sera, les gens spécialistes vont confirmer ça, le moule sera usé. Donc un moule usé ou bien un moule dégradé, pour faire l'intervention, c'est très difficile à réaliser en interne. Généralement, il y a des moulistes qui sont spécialisés à mettre en place. Et ici au Maroc, malheureusement, on n'a pas un très très bon portefeuille pour réaliser ces actions-là de la réparation des moules. Surtout pour la mécanique de précision. Parfois, il faut envoyer tout le moule à l'étranger, il faut attendre 3 semaines pour qu'il soit, je ne sais pas, en Espagne ou en Italie ou en France. Il faut attendre que le fournisseur fait l'intervention, fait les essais, fait la métrologie, envoie le moule. Donc c'est un arrêt de 2-3 mois. Et d'ailleurs, le coût sera très très élevé. Et pour votre information, pour l'injection, parfois on trouve le moule, ça coûte 10 fois le prix de la machine elle-même. Donc l'équipement ici, c'est un équipement qui est très critique. Il ne faut pas jouer avec. Et l'action préventive, c'était quoi? C'était souffler. Donc, vaut mieux souffler, vaut mieux nettoyer, vaut mieux augmenter la fréquence de nettoyage. Il ne faut pas être avare pour dire moi je vais faire la maintenance préventive pour le moule une fois par 6 mois ou bien une fois par 3 mois. La défaillance, elle est très grave. Faites chaque équipe, faites chaque heure. C'est pas grave. On ne veut pas avoir des moules qui sont cassés ou bien des moules qui sont usés à cause d'une action qui ne prend même pas 2-3 minutes. Réaliser le nettoyage. Donc la périodicité ici, il est en relation, ou bien il est en fonction de quoi? Il est en fonction du coût de la défaillance. Plus le coût de la défaillance est élevé, plus la fréquence doit être plus grande. L'équipement dont les dépenses de fonctionnement deviennent anormales, élevées au cours de leur temps de service, consommation excessive d'énergie, par exemple, il y a des équipements, si on ne réalise pas le préventif, s'ils tombent en panne, ils vont consommer plus d'énergie. Je tire l'exemple, toujours par les éléments électriques. Là, ou bien par des machines qui vont commencer à produire des pièces mauvaises, qui vont commencer à scraper des pièces. On va produire 1000 pièces, on va jeter 300 pièces à la poubelle, ou bien 400 pièces à la poubelle. Donc imaginez avec moi le prix de chaque pièce. Donc la facture elle sera très très lourde à la fin de la journée. Donc faites attention s'il vous plaît au choix de la fréquence, au choix de la périodicité. Donc, on va partir maintenant vers le deuxième type de la maintenance. Donc, on a fini avec la maintenance systématique. On va parler maintenant de la maintenance conditionnelle qui suit une condition. Donc, la maintenance préventive, c'est pour donner un type d'événement prédéterminé. Donc, toujours, c'est un événement qui est prédéterminé, qui va nous donner l'information, qui va nous dire hey, tiens, attention, vous devez agir maintenant. Soit un autodiagnostic, soit une information d'un capteur, un capteur de température, un capteur de vibration, soit en mesurant l'usure, par exemple de la roue, et on doit réaliser l'action. Je donne l'exemple ici qui est très connu, c'est l'exemple de l'OSF. Vous connaissez que les essieux et les roues du train, c'est l'élément le plus important. S'il y a un problème au niveau des roues, au niveau des profilés, ça va impliquer, ça va conduire à la mort des personnes qui sont dans le train. Donc c'est automatiquement
le train il va dévier de la rail et par la suite, ça va impliquer la mort des personnes. Donc l'élément le plus important, entre parenthèses, et ça c'est l'élément le plus important, c'est la roue et c'est les essieux. Donc il faut faire un focus qui est un petit peu partiel. Donc dans l'atelier de la maintenance de ces roues-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le profilet, on mesure la hauteur de l'usure. Donc si la hauteur de l'usure elle est dans un intervalle, on dit ok c'est bon, on va juste faire un reprofilage ou bien on va rien faire parce que c'est toujours bon. Ou bien s'il dépasse une certaine limite, si le rayon dépasse une certaine limite, on va dire attention, ça c'est à scraper. Et ça c'est aussi, ce sont des conditions d'usure et la maintenance qu'on fait dans ce sens-là, c'est une maintenance qui est conditionnelle. Donc à condition de la hauteur, la condition c'est la hauteur de l'usure ou bien c'est la profondeur de l'usure, à partir de cette condition qu'on va réaliser des actions. Alors, donc la maintenance conditionnelle est une maintenance dépendante de l'expérience et faisant intervenir des informations recueillies en temps réel. Donc le conditionnel est beaucoup plus robuste que le systématique. Pourquoi? Parce qu'on est en train de regarder l'état de santé. C'est comme à l'hôpital, il y a chez un cardiologue, il y a cet appareil-là qui va nous donner le battement du cœur en temps réel. D'accord? Donc il sera mieux de mettre cet appareil pour suivre le battement de cœur que le docteur met une période pour dire ok, chaque heure je vais mesurer est-ce que la personne respire bien ou pas. Donc ça, ou bien est-ce que les battements de cœur sont ok ou pas. Donc le risque c'est que la personne entre une heure et l'autre, si par exemple on va faire le prélèvement à 1h, à 1h30 la personne va mourir, les battements, il y aura un problème au niveau battement, l'intervention sera à 14h, ça sera trop tard. C'est la même chose pour les machines. Donc toujours entre ce temps-là, c'est la chose qui nous pose des problèmes. Donc il vaut mieux mettre du conditionnel que de systématique. Le conditionnel va se baser généralement par les informations recueillies à partir, généralement, je dis généralement, par des capteurs. Okay? Donc on appelle, il y a des gens qui appellent la maintenance conditionnelle par prédictive, ça ne nous pose pas de problème. Et encore une fois, c'est un terme qui est non normalisé. Bien. Donc la maintenance préventive, toujours dans la même optique de la maintenance qui est conditionnelle. Donc tous les matériels concernés, cette maintenance prévention conditionnelle se fait par des mesures pertinentes sur le matériel en fonctionnement. Donc là, la question qu'on a posée dans la maintenance préventive systématique, c'est quelle est la période? D'accord? Quelle est la période à partir de laquelle on va réagir? Maintenant, la question pertinente qu'on doit poser, c'est quelle est la condition? Hein? Est-ce que c'est un niveau de l'huile dans un réservoir? Est-ce qu'une température? Etc. Donc le matériel nécessaire pour assurer la maintenance préventive conditionnelle devra être fiable pour ne pas perdre sa raison d'être. Il est souvent onéreux, mais pour des cas bien choisis, il est rentabilisé rapidement. Le problème de la maintenance conditionnelle, c'est qu'il n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours évident de mettre en place les capteurs, il n'est pas toujours évident pour toutes les entreprises à utiliser plus de conditionnel. Et parfois, le problème que racontent beaucoup de personnes, c'est la fiabilité de l'information qu'on reçoit. Donc on a des capteurs de la température, on a des capteurs de température dans un four, on est en train de suivre la température pour agir à la maintenance conditionnelle. Et la chaîne de mesure de la température présente un problème. Il y a un offset, il y a un décalage, il y a un problème, il y a une résistance qui est élevée quelque part. Donc la résistance va influencer automatiquement la valeur mesurée de la température. Et l'information que je vais recevoir sera une information fausse. Et par la suite, l'intervention et la décision que je vais faire, ce sera aussi une décision à côté de la plaque. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, s'il vous plaît, 2 conseils que je vous donne pour la maintenance conditionnelle. Première des choses, faites attention à la condition. Quelle est la condition à utiliser? Essayez de concevoir la condition avec laquelle, à partir de laquelle vous allez réagir. Deuxième conseil, c'est il faut s'assurer bien, il faut utiliser des moyens de mesure qui sont fiables. Des moyens d'acquisition des données doivent être fiables. Si vous avez des liaisons RS-232 à partir des capteurs utilisés dans la chambre ou bien utilisés dans l'équipement, la liaison, le système de mesure, la chaîne de mesure doit être une chaîne qui est fiable. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a l'étalonnage, c'est pour cela qu'il faut penser à bien fiabiliser, à bien
étudier et faire les études R&R et on va faire tout un autre module de formation sur comment analyser les systèmes de mesure. Il faut faire ce qu'on appelle la MSA, le Measurement System Analysis, pour les équipements utilisés pour recueillir l'information. Bien, ça c'est un autre module de formation que vous allez trouver plus tard dans ma chaîne. Bien. Ok, donc je vais arrêter là ce module de formation et on va laisser pour le deuxième module, on va laisser le traitement pour traiter les opérations de la maintenance, pour un petit peu se familiariser avec les niveaux de la maintenance. C'est quoi le premier niveau, combien de niveaux on a déjà dans la maintenance, premier niveau, deuxième niveau, troisième, quelle est la différence entre ces niveaux-là. On va voir un petit peu les activités connexes, tout ce qui est maintenance améliorative, tout ce qui est construction et innovation, etc. Et on va essayer de faire une conclusion de ce module de formation qui est Introduction à la gestion de la maintenance. Merci beaucoup et on se voit dans le module de formation Gestion de la maintenance industrielle, partie 3. Merci beaucoup.